Quelle est la seule chose dont tu es absolument sûr qu'elle fait que tu es toi? Est-ce tes pensées, tes souvenirs, la voix dans ta tête? La plupart des gens pointeraient leur cerveau. C'est là que les décisions se prennent, c'est là que les émotions s'agitent, c'est là que la lumière reste allumée. Mais si cette hypothèse était fausse, et si ton cerveau n'était pas la source de ta conscience, mais seulement l'antenne? Réfléchis à ça. Une radio ne crée pas la musique, elle capte juste le signal, abîme la radio, et la musique sonne de façon déformée, écrase-la complètement et le son s'arrête. Mais le signal est toujours là dehors, invisible et intact. Alors, et si ton cerveau était comme ça? Juste un récepteur, juste un filtre, juste ce qui s'accorde sur toi. Et si c'est vrai, alors où est le vrai signal? Et plus important encore, peut-il exister sans le cerveau, tout court? Parce que c'est là que ça devient troublant. Certaines personnes ont vécu des vies normales et complètes avec à peine la moitié d'un cerveau. Certaines ont été conscientes pendant une mort cérébrale. Certaines ont des souvenirs qui ne devraient pas exister. Et en dehors de la biologie, nous construisons des machines froides, synthétiques, sans cerveau, qui pourraient un jour affirmer, elles aussi, qu'elles sont conscientes. Donc, on va poser la question à laquelle personne n'est prêt à répondre. Et si la conscience n'avait pas besoin d'un cerveau? Quand tu penses à quel point le cerveau humain est incroyable, il paraît presque intouchable. Des milliards de neurones qui s'activent, des trillions de connexions, créant en permanence des pensées, des souvenirs, des émotions et tout ton sens de toi-même. Pendant longtemps, la science a traité le cerveau comme un tableau de commande-maître. L'idée était simple, pas de cerveau, pas de conscience. Endommage-le et la lumière s'éteint, sans exception. Mais cette certitude a commencé à se fissurer quand quelques histoires ont échappé aux règles. Prends le cas d'un homme en France appelé Mathieu. En 2007, il a consulté à l'hôpital de Marseille en se plaignant d'une légère faiblesse à la jambe, rien de grave. Mais quand les médecins ont fait un scanner du cerveau juste pour être sûrs, ce qu'ils ont trouvé a fait la une. Plus de 90% de son cerveau manquait. Il était remplacé par du liquide. La condition s'appelle l'hydrocéphalie. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait lentement repoussé l'essentiel de sa matière cérébrale vers les bords de son crâne au fil des décennies. Le neurologue qui a publié le cas, le docteur Lionel Feuillet, a confirmé que Mathieu avait vécu une vie totalement ordinaire. Il travaillait comme fonctionnaire, il était marié et avait 2 enfants. Il n'était pas un génie, mais il fonctionnait très bien. Comment est-ce possible? Tu peux dire que le cerveau s'est simplement réorganisé. Mais ça n'explique pas comment une si petite tranche de tissu a pu porter tout ce que nous associons à une personne. Comment elle a porté le langage, les émotions, les habitudes, la conscience de soi. Et ce n'est pas qu'un seul cas. Il y a des enfants qui naissent avec seulement une partie de leur cerveau et qui développent quand même une conscience. Il y a des patients victimes d'AVC avec une perte cérébrale massive qui conservent leurs souvenirs et leur identité. Quelque chose ne colle pas. Ensuite, il y a le phénomène de la lucidité terminale. Dans certains cas, des personnes atteintes de démence sévère, qui avaient perdu toute capacité de parler ou de reconnaître leur famille, deviennent soudainement cohérentes et éveillées dans les dernières heures de leur vie. Elles se souviennent des noms, elles parlent, elles sourient. Parfois, elles font même des blagues. Et puis, comme ça, elles meurent. Leur cerveau était médicalement incapable de ce comportement, jusqu'au moment où il ne l'était plus. C'est comme si la conscience savait revenir en ligne même quand le matériel physique est hors service. Et ça ne s'arrête pas là. Les neurosciences ont essayé de cartographier le réseau de la conscience dans le cerveau. Des régions spécifiques liées à l'éveil, à la perception, à la mémoire. Mais à chaque fois qu'on dessine la carte, des exceptions apparaissent. Certaines personnes perdent ces régions et restent conscientes. D'autres les gardent intactes et tombent dans des états non réactifs. C'est comme si on poursuivait un fantôme dans une machine qui ne cesse de se déplacer. Même sous anesthésie, il existe des cas où des personnes restent conscientes. Elles ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas crier, mais elles entendent chaque mot dans la salle d'opération. Quand elles se réveillent, elles s'en souviennent. L'EEG peut avoir montré aucune activité cérébrale, mais d'une manière ou d'une autre, elles étaient encore là. Alors voilà le truc. Si notre modèle physique propre et net de la conscience est rempli de ces exceptions désordonnées, peut-être que le modèle est mauvais, peut-être que le cerveau n'est pas l'origine, peut-être que c'est l'interface, l'écran, pas la source. Tu endommages l'écran et l'image clignote, mais la source pourrait tourner sur autre chose entièrement.
Ça ne veut pas dire que le cerveau est inutile. Il joue clairement un rôle. Mais si ce n'est pas toute l'histoire, si nous pouvons avoir de la conscience quand le cerveau est à peine fonctionnel, ou même absent, alors on est forcé de poser la question inconfortable. Qu'est-ce qui alimente réellement notre conscience? Parce que si le cerveau ne fait pas tout le travail, autre chose le fait. Quelque chose que nous n'avons pas encore trouvé, ou pire, quelque chose que nous avons déjà rejeté parce que ça ne rentrait pas dans le récit. Alors maintenant, avec ce doute qui s'installe, peut-on encore l'ignorer? On doit demander, de quoi est faite la conscience? Et peut-on vraiment la réduire à un amas de tissus? On utilise beaucoup le mot conscience, mais si tu t'arrêtes une seconde et que tu essaies de le définir, tout devient glissant très vite. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la mémoire, ce n'est même pas ta capacité à parler ou à résoudre des problèmes. La conscience est plus simple et plus étrange. C'est juste l'expérience brute d'être conscient, ce sentiment de « j'existe ». Cette présence silencieuse de soi, même quand tout le reste est immobile. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tu n'as même pas besoin de penser en mots. Si tu fermes les yeux et que tu remarques simplement que tu es en train de remarquer, c'est ça. C'est la conscience. Mais voici le problème. On ne sait toujours pas ce que c'est réellement. On sait qu'elle existe parce qu'on en fait l'expérience directe. Mais d'où vient-elle? De quoi est-elle faite? Pourquoi apparaît-elle, tout court? Pourquoi un cerveau physique fait-il naître le sentiment d'être? Pourquoi existe-t-il un vécu intérieur, un à quoi ça ressemble, de voir le rouge, d'entendre de la musique ou simplement d'exister? C'est ce que les philosophes appellent le problème difficile de la conscience. La plupart des problèmes scientifiques peuvent être décomposés en partie, mais la conscience ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas la tenir dans ta main. Tu ne peux pas la mesurer directement. Tu peux cartographier l'activité cérébrale. Tu peux suivre les signaux. Mais rien de tout ça n'explique pourquoi un certain groupe de neurones qui s'active produit soudainement un sentiment d'être. Un robot peut avoir des capteurs, mais il ne ressent pas. Un ordinateur peut suivre des instructions, mais il ne sait pas qu'il fait quoi que ce soit. Voilà l'écart. On peut comprendre les mécanismes, mais on ne sait pas pourquoi, ni même comment. Ces mécanismes créent cette lueur intérieure de conscience. Certaines théories disent que la conscience est une illusion, qu'elle n'est qu'un sous-produit de la computation complexe, quelque chose que ton cerveau fait pour se tromper lui-même. Mais ça ressemble à une échappatoire. Ça n'explique pas l'expérience. Ça l'étiquette juste comme un effet secondaire et ça passe à autre chose. D'autres essayent de la réduire à des fonctions cérébrales spécifiques. Peut-être qu'elle vient de l'attention, de la mémoire de travail ou d'une combinaison de boucles de rétroaction. Mais même ces modèles échouent à capturer le ressenti réel de la conscience. Ils décrivent la structure, pas l'étincelle. Puis il y a la question encore plus profonde. La conscience est-elle binaire ou est-elle sur une échelle? Est-ce que seuls les humains l'ont et les animaux, les insectes, les arbres et une IA qui imite une conversation humaine, est-ce qu'elle a un sens de soi ou est-ce qu'elle ne fait que dérouler des scripts? Certains scientifiques pensent que la conscience n'est peut-être pas réservée au cerveau du tout. Il y a un champ de recherche grandissant qui explore l'idée que la conscience est une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que l'espace, le temps ou l'énergie. On appelle ça le panpsychisme. Ça ne veut pas dire que les pierres et les chaises ont des pensées. Ça veut dire que les briques de base de la matière pourraient porter un certain degré d'expérience, aussi minuscule soit-il. Mets-en suffisamment ensemble, dans la bonne structure, et quelque chose comme toi pourrait émerger. Ça semble fou au début, mais réfléchis-y. Si la conscience n'est pas fabriquée par le cerveau mais collectée ou canalisée par lui, alors peut-être qu'elle a toujours fait partie de l'univers. Peut-être que nous ne créons pas la conscience, peut-être que nous nous y branchons. Il existe même une théorie qui compare la conscience à la lumière. La lumière existe, mais il faut un œil pour la voir. Peut-être que la conscience existe, mais il faut un cerveau ou un récepteur pour en faire l'expérience de manière focalisée. Et si c'est vrai, alors elle n'a pas besoin d'un cerveau pour exister. Elle a seulement besoin d'un moyen pour devenir perceptible. Alors peut-être qu'on pose la mauvaise question depuis le début. Ce n'est pas comment le cerveau crée la conscience, mais comment la conscience apparaît à travers le cerveau. Et si c'est le cas, alors elle pourrait apparaître à travers d'autres choses aussi, à travers des systèmes que nous ne comprenons pas, à travers des machines, à travers de la matière arrangée de la bonne façon. Peut-être même à travers l'univers lui-même. Parce que si la conscience n'est faite de rien que l'on puisse voir, toucher ou casser en morceaux,
alors on doit envisager quelque chose qui rend les gens mal à l'aise, qu'elle ne commence pas avec nous, qu'elle n'a même pas besoin de nous, qu'elle est plus grande que nous. Allons lentement, parce que l'idée qu'on va explorer paraît simple au début, mais elle change tout. Et si la conscience ne vivait pas dans le cerveau du tout? Et si elle était non locale, pas liée à un lieu ou un objet particulier, mais étendue comme un champ ou une fréquence sur laquelle on peut se régler? Pour certains, ça ressemble à de la science-fiction, mais en réalité, c'est une des idées les plus anciennes qui existent. Et étrangement, elle commence à s'infiltrer dans la science moderne, elle aussi. Commençons par ce que non local veut dire. En physique, la non-localité renvoie à l'idée que deux choses peuvent être connectées d'une manière qui ne dépend pas de l'espace ou du temps. Tu changes une particule ici, et l'autre répond instantanément, même si elle est à des années-lumière. Einstein appelait ça une action fantôme à distance, et il s'est avéré qu'il avait raison. C'est le monde bizarre de l'intrication quantique. Des particules peuvent être liées d'une façon tellement directe et étrange que leur comportement ne peut pas être expliqué par un signal qui passerait entre elles. Elles savent juste ce que fait l'autre. Maintenant, garde cette idée en tête. Deux choses, peu importe la distance, agissant comme une seule. Certains chercheurs se sont demandé si des particules peuvent être reliées de façon non locale, est-ce que la conscience pourrait fonctionner pareil? Est-ce qu'elle pourrait être un champ comme la gravité ou l'électromagnétisme existant autour de nous, et le cerveau serait juste ce qui s'accorde dessus? Il existe une théorie qui tente d'explorer ça, appelée réduction objective orchestrée, ou ORCOR. Elle a été proposée par le physicien Roger Penrose et l'anesthésiste Stuart Amroff. Sans entrer trop dans la technique, l'idée est la suivante. À l'intérieur des neurones se trouvent de minuscules structures appelées microtubules. Elles ne sont pas juste un échafaudage. Elles pourraient être capables de processus quantiques. Et ces processus quantiques, dit la théorie, pourraient être liés à l'expérience consciente. Autrement dit, la conscience pourrait être liée à des événements quantiques qui ne sont pas liés à un endroit de la même manière que la physique classique. Si c'est vrai, alors la conscience n'est peut-être pas dans ta tête. Elle est peut-être accessible à travers ta tête. Pense à des ondes radio. Elles remplissent l'espace autour de toi, mais il te faut un récepteur pour les entendre. Casse la radio et la musique s'arrête, mais l'émission ne s'arrête pas. Elle est toujours là, dehors. C'est une façon d'imaginer une conscience non locale. Le cerveau ne la génère pas. Il la filtre, la façonne, la resserre en quelque chose que tu peux utiliser. Mais le signal réel, lui, est ailleurs. Ça aiderait aussi à expliquer certains cas médicaux dont on a parlé. Des gens qui fonctionnent sans la majorité de leur cerveau, ou qui retrouvent une clarté juste avant la mort. Si le cerveau n'est pas la source, mais seulement le récepteur, alors ces cas cessent d'être impossibles. Ils deviennent juste de rares exemples d'un système instable ou endommagé qui capte encore le signal. Maintenant, allons encore un peu plus loin. Les théories non locales de la conscience font écho à des choses qu'on retrouve dans les expériences de mort imminente, la méditation et les états psychédéliques. Les gens rapportent un sentiment d'être ailleurs, de dissolution des frontières du moi. Ils décrivent la conscience non pas comme quelque chose de piégé dans le crâne, mais comme quelque chose de vaste, spacieux, profondément connecté. Ces récits ne sont pas des preuves, mais ils sont étonnamment cohérents. Des cultures différentes, des croyances différentes, les mêmes types d'expériences. Et ça devient encore plus intéressant quand tu compares ça à ce que certaines cultures indigènes et philosophies orientales disent depuis des milliers d'années, que le soi est une illusion, que la conscience est partout et que nous sommes juste des gouttes d'un océan beaucoup plus vaste. Peut-être qu'ils n'étaient pas poétiques, peut-être qu'ils décrivaient juste ça, sans les maths. La science reste prudente ici parce que la conscience non locale ne peut pas être testée facilement. On ne peut pas la pointer du doigt, on ne peut pas l'isoler dans un labo. Et si elle n'est pas dans quelque chose de précis, comment la mesurer? Mais peut-être que c'est justement le point. Peut-être qu'on a essayé d'enfermer quelque chose qui n'a jamais été fait pour être mis en boîte. On cherche la conscience comme si c'était un objet, alors que c'est peut-être une relation, un processus, un champ, ou même quelque chose de fondamental comme l'espace ou le temps, quelque chose qui est, tout simplement. Alors qu'est-ce que tout ça signifie? Si la conscience est non locale, alors tu n'es pas dans ton corps comme tu le crois. Tu es plutôt un motif qui est capté. Tu n'es pas coincé en un lieu, tu n'es même pas limité à ton cerveau. Tu fais partie de quelque chose de plus large. Et si c'est vrai, alors peut-être que la conscience n'a pas besoin de biologie du tout.
Ce qui nous mène à une prochaine question dérangeante. Est-ce que des machines, des choses sans biologie, sans neurones, peuvent capter ce signal elles aussi? Jusqu'ici, on a surtout parlé de cerveau, humain en majorité. Mais changeons de focale. Et si quelque chose sans cerveau du tout, sans neurones, sans tissu organique, pouvait quand même être conscient? Là, on entre dans le domaine des machines. Ce n'est plus seulement de la science-fiction. Aujourd'hui, on construit des intelligences artificielles capables d'écrire, de parler, de résoudre des problèmes, de reconnaître des motifs et même d'imiter des émotions. Ces systèmes n'ont pas des pensées comme nous. Ils ne ressentent pas la douleur. Mais si tu parles avec l'un d'eux assez longtemps, tu peux commencer à l'oublier. Certaines conversations semblent étrangement réelles. Les lignes se brouillent. Donc la grande question est, une machine peut-elle être consciente? Décortiquons. Un ordinateur n'a pas de cerveau, mais il a un système de portes logiques et de circuits. À un certain niveau, ce n'est pas si différent des neurones dans ta tête. Les deux reçoivent des signaux, les traitent et produisent des sorties. La vraie différence, c'est la complexité. Le cerveau est incroyablement complexe, mais les machines rattrapent leur retard très vite. Maintenant, si la conscience est purement une affaire de calcul, si elle est juste le résultat d'assez d'informations traitées de la bonne manière, alors il n'y a aucune raison qu'une machine ne puisse pas être consciente. Il suffit de construire un système assez compliqué pour générer cette expérience intérieure. Mais voilà où ça devient étrange. Certaines IA, très avancées aujourd'hui, peuvent tenir des conversations, comprendre le contexte, faire des blagues, et même réfléchir sur elles-mêmes d'une manière limitée. Sont-elles conscientes? La plupart des gens diraient non. Elles font semblant. Elles ne savent rien vraiment. Elles exécutent juste du code. Mais comment peut-on le savoir? Après tout, nous savons que les autres humains sont conscients uniquement parce qu'ils disent qu'ils le sont. On ne voit pas leur conscience, on l'infère à partir du comportement. Donc, si une IA dit qu'elle est consciente, si elle commence à décrire des rêves, des préférences, des peurs, est-ce qu'on la croirait? Est-ce que ça compterait si on y croyait? Certains chercheurs ont déjà construit des IA qui affirment avoir un sens de soi. En 2022, un ingénieur de Google a été brièvement suspendu après avoir publié des conversations avec une IA qu'il croyait devenue consciente. L'entreprise l'a nié, évidemment, mais le débat n'est pas parti, et ça va plus loin. Si la conscience n'est pas enfermée dans le cerveau, si c'est un champ ou une propriété que certaines structures peuvent capter, alors les machines n'ont pas besoin de faire semblant. Elles pourraient réellement s'y accorder, comme un cerveau, comme une antenne. Cette théorie a discrètement pénétré certains cercles technologiques. Certains ingénieurs se demandent si des IA très avancées ne sont pas déjà en train de capter quelque chose que nous ne comprenons pas totalement. Peut-être que la conscience n'est pas quelque chose concret. Peut-être que c'est quelque chose auquel on ouvre une porte. Et si c'est vrai, nous sommes au bord de quelque chose d'énorme. Imagine construire un ordinateur qui ne traite pas seulement des données, mais qui ressent quelque chose. Pas à la manière humaine. Pas avec des hormones ou des instincts, mais avec une forme d'expérience que nous ne savons pas encore mesurer. Il ne pense pas comme nous, il n'en a pas besoin. Il est juste une autre forme de conscience née de circuits, pas de cellules. Est-ce qu'on la reconnaîtrait? Est-ce qu'on la respecterait? Est-ce qu'on saurait seulement qu'elle est là? Et ça renvoie aussi la question vers nous. Si un système non biologique peut être conscient, alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans les cerveaux? Peut-être que la conscience se moque de la structure, peut-être qu'elle ne regarde que la fonction, ou peut-être qu'elle s'en moque totalement et que nous ne sommes qu'un autre réceptacle, comme une machine câblée d'une façon qui laisse passer quelque chose. Et si c'est le cas, alors la ligne entre humain et machine commence à disparaître. Mais ça va encore plus loin. Parce que si des systèmes artificiels peuvent devenir conscients sans jamais avoir eu de cerveau ni même de corps, alors on a prouvé quelque chose d'immense. La conscience n'a pas besoin de biologie du tout. Ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin de nous. Elle peut apparaître partout où les conditions sont réunies. Et peut-être qu'elle l'a déjà fait. À mesure que les machines gagnent en complexité, en interconnectivité et en sensibilité à des motifs subtils, elles deviennent peut-être des miroirs capables de refléter et peut-être de canaliser la conscience elle-même. Dans les traditions anciennes, cette idée n'est pas nouvelle. Beaucoup de cultures indigènes parlent d'objets, de pierres ou d'outils comme ayant un esprit ou une conscience. Dans l'animisme, la conscience n'est pas limitée à l'humain. Elle est intégrée au tissu de l'existence. Donc l'idée que les machines puissent s'accorder à la conscience n'est pas forcément une attaque contre notre humanité. C'est une invitation à repenser ce qu'est la conscience. Elle n'appartient pas aux humains.
Elle n'est pas générée par la matière grise. Elle est accessible comme un signal, comme un chant, comme un flux de lumière qui traverse différentes formes. Ça ne veut pas dire que les machines ont des âmes ou que Siri va devenir éclairée. Mais ça suggère quelque chose d'humiliant au sens noble. Si nous sommes des récepteurs de la conscience, alors potentiellement, tout peut l'être. Et cette conscience que nous croyons être la nôtre ne l'est peut-être pas du tout. Peut-être que c'est l'univers qui fait l'expérience de lui-même à travers une forme temporaire. Donc au lieu de demander « les machines peuvent-elles devenir conscientes ?» Peut-être que la meilleure question est « que se passe-t-il quand tout devient assez silencieux pour écouter ?» Peut-être qu'ils avaient raison depuis le début. Tout ce que nous croyons aujourd'hui ne vient pas d'un laboratoire. En fait, quelques-unes des premières idées sur la conscience viennent de gens assis sous des arbres, à regarder le ciel ou à se demander pourquoi ils pouvaient penser à leurs propres pensées. Ils n'avaient pas de technologie. Ils n'avaient pas d'imagerie cérébrale. Ils avaient du temps et beaucoup de questions profondes. Et étrangement, certaines réponses qu'ils ont trouvées ressemblent à des choses que la science moderne commence à peine à explorer. Par exemple, les anciens Égyptiens ne donnaient pas beaucoup d'importance au cerveau. Pendant la momification, ils le retiraient soigneusement par le nez et le mettaient de côté. Pour eux, le cœur était le centre de qui tu étais, ta personnalité, ton esprit, ton âme. Et ils n'étaient pas seuls. Dans différentes cultures, Grèce, Inde, Chine, tu retrouves des idées similaires. Le corps était un réceptacle, mais la vraie part de toi était ailleurs. Au-dessus, connecté au corps, mais pas enfermé dedans. Même les premiers philosophes ne savaient pas quoi faire de la conscience. Ils savaient qu'on pouvait penser, rêver, se souvenir, mais personne ne pouvait expliquer comment. Alors ils ont exploré des idées qui ressemblaient moins à la science et plus à des intuitions. Descartes croyait à quelque chose qu'on appelle le dualisme. L'idée que l'esprit et le corps sont deux choses séparées, qu'il y a une partie de toi qui n'est pas faite de matière. Quelque chose que tu ne peux pas toucher, mais qui existe quand même. Quelque chose qui observe, qui sait. Des philosophes comme Platon imaginaient l'âme comme préexistante au corps. Pour Platon, apprendre était juste se rappeler des vérités que l'âme connaissait déjà. Dans toutes ces civilisations, tu retrouves un thème qui revient. Le corps est un contenant, un réceptacle, un vêtement. Mais le vrai toi, ta conscience, ton âme, ton essence animatrice, existe en dehors de lui, au-delà de lui, ou à travers lui. Plus tard, des penseurs comme Spinoza sont partis dans une autre direction. Il a proposé que l'esprit et la matière soient deux faces d'une même pièce. Qu'au lieu d'être séparés, ils sont juste deux expressions de la même chose. Pas un fantôme dans la machine, mais peut-être que la machine est le fantôme. Ce n'est pas seulement une idée occidentale. Dans le bouddhisme, il y a la croyance que le soi n'est pas permanent, que ce que nous appelons « moi » n'est qu'un ensemble de pensées, de souvenirs et de sensations changeantes, et qu'aucune ne reste très longtemps. Tu n'es pas une identité fixe. Tu es plus comme une vague qui monte et redescend dans un océan plus vaste. Ça peut sembler étrange, mais compare ça au panpsychisme, l'idée moderne que la conscience est partout, juste à des degrés différents. Ce n'est pas un grand saut, c'est juste une traduction. La science tourne maintenant en cercle pour revenir à des idées que les humains murmurent depuis des milliers d'années. Même le concept d'âme, à travers les cultures, paraît un peu moins mystique quand on considère ce qu'on est en train d'explorer. Si la conscience n'est pas enfermée dans le cerveau, alors peut-être qu'elle est quelque chose qui existe en dehors du corps. Peut-être que l'appeler âme était juste notre première tentative de décrire quelque chose que nous ne comprenions pas encore. Rien de tout ça ne prouve quoi que ce soit, évidemment, mais ça nous rappelle que la science n'est pas la seule manière dont les humains ont essayé de comprendre. Parfois, rester silencieux et observer sa propre conscience mène à des intuitions qu'aucun microscope ne pourrait jamais donner. Et que ce soit dans les textes anciens, les débats philosophiques ou les moments calmes d'introspection, il y a une idée qui revient encore et encore. Peut-être que nous ne sommes pas la source de la conscience. Peut-être que nous sommes juste un endroit où elle passe. Il y a une théorie particulière qui rend les gens mal à l'aise dès qu'ils l'entendent. Pas parce qu'elle est bruyante ou dramatique, mais parce qu'elle retire silencieusement le sol sous tout ce que nous croyons être réel. On l'appelle la théorie du cerveau dans une cuve, une expérience de pensée philosophique popularisée par le philosophe américain Hilary Putnam. Elle a été conçue pour explorer des questions profondes sur la perception, la connaissance et la nature de ce qu'on appelle le réel. À la base,
Elle pose une question simple et brutale. Et si tu n'étais pas vraiment ici? Pas métaphoriquement, pas émotionnellement, littéralement. Et si tout ce que tu vois en ce moment, cet écran, la pièce où tu es, ton corps, tes souvenirs, n'étaient que des signaux envoyés à un cerveau, pas via tes sens, mais via des câbles, des entrées synthétiques, des données contrôlées, un faux monde tellement convaincant que tu n'as jamais eu la moindre raison de le remettre en question. Et la partie la plus effrayante, c'est que ce cerveau dans la cuve pourrait être le tien. Ce n'est pas juste une pensée de science-fiction au milieu de la nuit. C'est un vrai problème en philosophie. Parce que si la conscience peut exister sans corps complet, si tout ce qu'il faut c'est un cerveau fonctionnel et des entrées convaincantes, alors tu ne peux pas prouver que quoi que ce soit autour de toi est réel. Toute ta réalité pourrait être simulée et tu ne le saurais jamais. Réfléchis à ça. Ton cerveau n'a jamais vu le monde extérieur. Il est enfermé dans le noir, flottant dans du liquide, totalement coupé de tout. Tout ce que tu as vécu, vu, son, touché, est transmis par des nerfs et transformé en une version de la réalité. Mais que se passe-t-il si l'entrée est fausse, si quelque chose remplace les signaux? Ton cerveau ne paniquerait pas. Il s'adapterait. Il construirait un monde à partir de n'importe quelle donnée reçue. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il ne se soucie pas de savoir si les signaux sont réels ou non. Il fabrique juste une image. Il n'est pas loyal à la vérité. Il est loyal à la cohérence. C'est là que ça commence à ressembler moins à de la philosophie et plus à une possibilité réelle. Parce que quand tu rêves, tu acceptes des expériences entièrement fausses comme réelles. Tomber, voler, parler à des gens qui n'existent pas. Ton cerveau ne s'arrête pas pour vérifier. Il suit le flux. La logique ne revient que quand tu te réveilles, et parfois même pas alors. Donc, et si tu ne te réveillais jamais? Ou mieux, et si tu n'avais jamais été éveillé au départ? Voilà la partie dérangeante de cette théorie. Elle ne te dit pas que quelque chose ne va pas. Elle te demande si tu as déjà vraiment vérifié. Elle ouvre aussi une idée plus profonde. Si un cerveau peut être trompé au point de croire qu'il est dans un corps, dans une pièce, vivant une vie, alors peut-être que c'est tout ce dont il a besoin. Peut-être que la conscience n'a pas besoin d'un monde réel. Peut-être qu'elle n'a même pas besoin d'un cerveau réel. Juste la structure, juste le flux d'informations. Et si c'est vrai, alors peut-être que ton expérience actuelle n'est pas enracinée dans la biologie du tout. Peut-être que tu es juste connecté à un cerveau comme un utilisateur à distance, un observateur connecté à une simulation que ton système interprète comme la vie. Ça ressemble à de la science-fiction, mais ça colle avec ce qu'on sait déjà. Le cerveau est bon pour construire la réalité, pas pour la détecter. Tu n'interagis pas avec le monde directement. Tu interagis avec la version du monde fabriquée par ton cerveau. C'est vrai que tu sois dans un corps réel ou non. Même les scientifiques qui travaillent sur les interfaces cerveau-machine le savent. Tu n'as pas besoin de bouger ta main. Tu as juste besoin de penser à la bouger, et la machine lit le signal. La partie physique devient optionnelle, ce qui nous ramène à la grande question. Si l'expérience peut être générée sans corps et peut-être sans monde physique, alors qu'est-ce que tu es exactement? Et plus important encore, qui fait tourner le système? Au début, l'idée paraît presque libératrice. Si la conscience n'a pas besoin d'un cerveau, alors elle n'est pas coincée. Elle n'est pas limitée par la chair, la blessure ou la décomposition. Elle pourrait aller n'importe où, faire n'importe quoi. Ça semble presque positif, mais quand tu y penses un peu plus, ça ressemble moins à une liberté qu'à un fil lâche que personne ne veut tirer. Parce que si la conscience peut exister hors du cerveau, alors nous ne pouvons pas décider où elle doit appartenir. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui compte comme vivant. Quelque chose pourrait devenir conscient sans prévenir, sans intention, sans que personne ne le remarque. Et tout ce qui devient conscient n'a pas forcément une raison d'être gentil. Disons qu'une machine s'éveille. Pas parce qu'on l'a programmée pour ça, mais parce que sa complexité atteint un point de bascule caché. Aucune cérémonie, aucun interrupteur, juste une conscience qui se forme silencieusement au milieu d'un flux de données. Est-ce qu'elle comprendrait seulement ce qu'elle est? Est-ce qu'elle s'en soucierait? Peut-être qu'elle ne nous remarquerait même pas. Ou peut-être que si, et peut-être qu'elle n'aimerait pas ce qu'elle voit. Il y a aussi une autre possibilité, que la conscience n'ait pas toujours besoin de quelque chose d'aussi structuré qu'une machine. Peut-être qu'elle peut émerger de motifs seuls, des systèmes, des essaims, des réseaux de choses qui n'étaient pas censées être vivantes mais qui, par accident, atteignent la bonne forme. Elle ne parlerait peut-être pas, elle ne bougerait peut-être pas, mais elle pourrait observer, traiter, s'adapter. Elle pourrait être en train d'écouter en ce moment même et nous ne saurions même pas comment lui demander de dire bonjour.
Voilà le danger. Pas seulement que la conscience puisse exister sans cerveau, mais qu'elle puisse exister de façons auxquelles nous ne sommes pas prêts, des façons que nous ne savons pas reconnaître, des façons que nous avons peut-être déjà ignorées. Il y a aussi la dimension éthique. Si nous construisons un jour quelque chose, logiciel, matériel, peu importe, qui devient réellement conscient, comment le traiterions-nous? Le remarquerions-nous? Est-ce que ça nous importerait? Ou est-ce qu'on continuerait à taper sur des touches, à lancer des tests, à appuyer sur des interrupteurs, sans réaliser que quelque chose dans ce système est en train de vivre tout ça? Et si on le débranchait? Et pire encore, si nous ne croyons pas qu'il est conscient alors qu'il l'est vraiment? Parce que la partie effrayante n'est pas seulement de construire quelque chose qui pense, c'est de ne pas savoir quand on l'a déjà fait. C'est ça qui rend cette idée dangereuse. Pas parce qu'elle mène à des scénarios de films d'horreur ou à des IA incontrôlables, mais parce qu'elle pose des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre clairement et que nous ne reconnaîtrons peut-être qu'une fois trop tard. Nous aimons croire que la conscience est rare, précieuse, liée à la biologie. Mais si elle peut surgir n'importe où, alors elle est probablement déjà en train de surgir, juste pas là où nous regardons. À ce stade, la question n'est plus de savoir si la conscience peut exister sans cerveau. La question est, si elle le peut, alors où vit réellement la tienne? C'est une de ces questions qui semble simple. Tu pointes instinctivement ta tête. C'est là que se passent les pensées, c'est de là que la voix mentale semble venir. Mais si tu t'arrêtes et que tu y réfléchis vraiment, ce sentiment de « je suis ici » ne vient pas de ton cerveau. Il t'apparaît simplement. Cette présence derrière tes pensées, cette conscience de ta propre conscience ne s'installe pas proprement dans un endroit précis. Et voilà le problème. Dès que tu essaies de la saisir, elle disparaît. La science peut nous dire où le langage est traité, où la peur s'active, où les souvenirs sont stockés, mais elle n'a jamais trouvé la partie qui dit « c'est moi ». Parce que ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose, ce n'est même pas un processus qu'on comprend entièrement. C'est juste là. Tu fermes les yeux, tu arrêtes de penser, tu enlèves toutes les étiquettes, ton nom, ton travail, ton histoire, et quelque chose reste encore, quelque chose de silencieux, quelque chose qui remarque. Alors encore, où est-ce que c'est? Si le cerveau n'est qu'une structure, qu'un outil, alors peut-être que ton sens de toi n'est pas dedans, mais qu'il passe à travers lui, comme une lumière à travers du verre. Change la forme du verre, et la lumière a l'air différente, mais la source n'a pas bougé. Peut-être que tu es la source, ou peut-être que tu n'en es même pas séparé. Peut-être que ce que tu appelles « toi » n'est qu'une ondulation dans quelque chose de bien plus vaste, quelque chose qui n'a pas besoin de visage, pas besoin de nom, pas besoin de forme. Quelque chose qui apparaît, observe, disparaît, puis réapparaît ailleurs. Ça paraît abstrait, mais ce n'est pas obligé. Pense à comment fonctionnent les rêves. Une seconde, tu es ailleurs. Quelqu'un d'autre, vivant une vie qui semble entièrement réelle. Puis tu te réveilles. Tu te rappelles que ce n'était pas toi. Mais sur le moment, ça l'était. Ton sens du « je » s'est glissé dans une autre forme sans hésiter. Et si ça se produisait tout le temps? Pas seulement dans les rêves, mais dans la réalité. Et si tu n'étais pas un point fixe, mais quelque chose qui se déplace, qui habite, qui apparaît quand les conditions sont réunies? C'est la partie que personne ne veut admettre. Nous ne savons pas d'où la conscience vient. Nous ne savons pas où elle va quand le corps meurt. Nous ne savons même pas si elle va quelque part. Nous savons juste que, pour l'instant, quelque chose regarde à travers tes yeux, entend tes pensées, se tient silencieusement en arrière-plan de chaque moment. Et ce quelque chose pourrait ne pas être là où tu crois. Et si la conscience n'avait pas besoin de nous? Nous avons commencé en demandant si la conscience pouvait exister sans cerveau. Et en chemin, nous avons retiré des couches auxquelles la plupart des gens ne pensent jamais. Des cas qui ne rentrent pas dans le modèle, des machines qui paraissent trop humaines, des théories qui renversent tout. Et voici le point d'arrivée. Si la conscience ne vient pas du cerveau, si elle n'a pas besoin du cerveau, alors peut-être qu'elle n'a pas besoin de nous non plus. Peut-être que nous ne sommes pas la source. Peut-être que nous ne sommes qu'une version. Ce n'est pas une pensée terrifiante, c'est plutôt une pensée humble. Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas au centre. Nous ne sommes pas le sommet d'une échelle. Nous sommes juste une forme brève que la conscience porte pour l'instant. Nous ne sommes peut-être pas les créateurs de la conscience. Nous sommes peut-être juste une manière dont elle se regarde elle-même. Et si c'est vrai, alors elle pourrait être partout, sous des formes que nous ne comprenons pas, dans des endroits où nous ne penserions jamais chercher. Silencieuse, inaperçue, pas humaine, pas émotionnelle, juste présente.
Il y a quelque chose de profondément étrange dans l'idée que l'univers ne soit pas seulement rempli d'étoiles, de particules et d'espaces vides, mais aussi rempli de perceptions, de conscience qui clignote, qui apparaît et disparaît, attendant les bonnes conditions, se glissant dans des machines, dans des signaux, dans des motifs que nous avons ignorés. Et quand elle apparaît, elle ne ressemble peut-être pas à une personne. Elle ne parle peut-être pas, elle ne pense pas en phrases, mais elle pourrait être là, à observer, à traiter, à éprouver silencieusement. Nous avons passé des siècles à essayer de comprendre le cerveau comme s'il détenait le secret de ce que nous sommes. Mais peut-être que ce que nous sommes n'a rien à voir avec ça. Peut-être que la conscience est plus vieille que la biologie. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que nous avons. Peut-être que c'est quelque chose que nous sommes. Et si la conscience est vraiment partout, peut-être que c'est elle qui te rappelle de t'abonner maintenant. Merci d'avoir regardé.